Salima Benamou, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à France Stratégie au sein du département Travail, Emploi et Compétences et vous avez publié en avril 2020 une note avec Edward Lorenz, une étude plus exactement intitulée « Les organisations du travail apprenantes, enjeux et défis pour la France ». Alors tout d'abord, pour bien comprendre ce dont il s'agit, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est une organisation apprenante ? Alors, si on avait à donner une définition générique d'une organisation apprenante, on la définirait comme une organisation qui cherche à développer en continu les capacités d'apprentissage de tous les membres d'une organisation pour innover et pour anticiper les transformations futures. C'est un modèle qui est particulièrement adapté à un environnement très complexe, très instable, qui impose très souvent aux entreprises de devoir anticiper et de devoir se transformer quand la situation l'impose. Donc il faut savoir sortir des cadres préétablis qui prévalaient dans une organisation avant des chocs qui peuvent survenir. Comment est-ce que cette organisation apprenante se caractérise par rapport aux organisations plus classiques ? Est-ce qu'elle représente des opportunités pour les entreprises et pour les salariés ? Et si oui, lesquelles ? Alors l'organisation apprenante se caractérise principalement par des pratiques managériales et RH hautement participatives. La participation des salariés aux décisions est très poussée. Les salariés sont très autonomes, travaillent en équipe pluridisciplinaire. Les méthodes de travail sont vraiment axées sur la résolution de problèmes, sur l'expérimentation. Et donc tout ça favorise la coopération, le jugement critique et également la créativité des salariés. Donc se tromper n'est pas une erreur dans une organisation apprenante, bien au contraire. C'est un droit pour progresser, pour innover et donc pour apprendre. Et donc les salariés sont incités à réfléchir à ce qu'ils font, comment ils le font et surtout pourquoi ils le font. Enfin, évidemment, l'organisation apprenante présente de nombreuses opportunités pour les salariés et pour les entreprises. On a constaté au niveau empirique, sur des données européennes, que toutes choses égales par ailleurs, que ce soit le secteur, la taille, la structure des qualifications, les organisations apprenantes sont plus favorables à une meilleure stabilité de l'emploi, à de meilleures conditions de travail, une plus grande reconnaissance aussi des salariés dans leur travail, un plus grand développement de leurs compétences et également bénéficient d'une meilleure qualité de management. Et donc tous ces aspects-là sont de nature à augmenter la productivité via l'implication plus importante des salariés. Et on a également constaté que les organisations apprenantes sont plus favorables à la diffusion d'innovations de rupture, notamment celles qui sont diffusées dans les marchés mondiaux. Et ce sont des constats que l'on n'observe pas avec les autres modèles d'organisation du travail plutôt classiques, comme la taylorienne ou encore comme le lean management. Alors pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ce sujet des organisations apprenantes dans le cas de la France ? Quelle était finalement l'intention de l'étude empirique que vous avez menée en France, mais aussi en Europe ? Alors la première chose, c'est que l'organisation du travail est très souvent sous-estimée, voire ignorée dans les politiques publiques en France, soit parce que les modalités de sa mise en œuvre sont difficiles à identifier, ou soit parce qu'on la considère comme la boîte noire de l'entreprise sur laquelle on n'aurait pas la main. Et pourtant, on sait que l'organisation joue un rôle vraiment déterminant dans l'utilisation des compétences, dans la manière de créer de nouvelles connaissances et de les diffuser largement dans l'organisation. Et cet angle mort limite les politiques publiques, notamment celles qui visent à diffuser l'innovation plus largement dans l'économie, les innovations de rupture, les politiques qui visent à améliorer la qualité du travail et la qualité de l'emploi. Et c'était pourtant un objectif très fort de la stratégie 2020 en matière de qualité, d'amélioration de la qualité du travail, mais et aussi des objectifs de Lisbonne. Et on constate aujourd'hui qu'on en est loin. Et pourtant, c'est toujours des objectifs d'actualité. Demain, la France, comme la quasi-totalité des pays avancés, donc devront composer avec un monde très instable, encore beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui. Et il y a par exemple le déploiement massif de l'intelligence artificielle, qui sera donc de plus en plus important et tous les secteurs d'activité seront pratiquement concernés. Donc que ce soit des salariés peu qualifiés ou des salariés très qualifiés. Aujourd'hui, il est difficile d'anticiper ou du moins d'évaluer quantitativement l'impact de l'IA sur le niveau de l'emploi. En revanche, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle va nous amener à repenser notre manière d'apprendre.
l'intelligence artificielle va nous amener à repenser la manière de travailler, de coopérer avec les autres et d'interagir avec les autres. Donc ça, c'est vraiment une mutation très importante. Ensuite, il y a aussi une complexité qui va venir le monde de demain sera marqué par des crises économiques successives, par des crises géopolitiques successives également, par une compétition mondiale de plus en plus intense. Et donc, et ça va imposer aux organisations une très forte capacité à se transformer et à anticiper des changements, même les plus brutaux. Et ce monde aura des impacts sur le marché du travail parce que les salariés vont devoir faire preuve d'une plus grande faculté d'adaptation, une plus grande autonomie, une capacité aussi à transmettre des savoir-faire rapidement, à collecter de l'information, à la diffuser, à résoudre des problèmes complexes, à savoir sortir aussi des normes et des cadres préétablis. Et donc ça dépend beaucoup de l'organisation du travail. Et ces compétences-là, la France, d'après les données dont on dispose, ces compétences qu'on appelle soft skills, organisationnelles, sociales et cognitives, ce sont des compétences qui font le plus défaut en France. Alors justement, votre étude montre bien ce retard français. Qu'est-ce qui bloque ? Alors déjà, ce n'est pas une bonne nouvelle et il y a beaucoup de choses qui bloquent. D'abord, au niveau de la formation initiale, la France a un système éducatif qui valorise beaucoup la filière académique, donc, qui est destinée à l'acquisition d'un savoir abstrait, un savoir théorique, et beaucoup moins à la filière professionnelle qui, justement, est destinée à valoriser les compétences plus opérationnelles, compétences professionnelles. Et cela, ça favorise des organisations plutôt hiérarchisées, très centralisées. Alors que dans les pays, notamment d'Europe du Nord ou scandinaves, ils ont un système éducatif qui est beaucoup plus équilibré. Ils valorisent à la fois la filière académique, mais également la filière professionnelle. Et ils investissent aussi beaucoup dans la formation professionnelle dès le secondaire et par voie d'alternance. Alors après, il y a aussi un autre blocage, c'est les caractéristiques du système de la formation professionnelle continue qui propose des formations en dehors des murs de l'entreprise. Et ça, c'est aussi construit sur le modèle scolaire très académique. Et cela s'explique notamment parce que la politique de la formation continue est déjà très institutionnalisée, tenue par les acteurs de la formation, qui est parfois un peu déconnectée du terrain, et également parce que la politique de formation continue a souvent été considérée comme une politique de l'emploi, de sécurisation des parcours, et moins comme une politique de développement stratégique de l'entreprise et de la compétitivité. Alors vous pointez là des problèmes culturels qui sont par définition, par essence, difficiles à gérer, plus difficiles que d'autres types de problèmes. Alors quelles sont vos préconisations pour accélérer le développement de ces organisations apprenantes en France ? Alors c'est vrai que la culture managériale en France reste très top-down et très centrée sur la valeur, le statut du diplôme, et ça crée des frontières entre les métiers et ça favorise une séparation entre la conception d'une stratégie et son opérationnalité. Et il y a une différence pourtant entre poser une stratégie qui paraît bien sur le papier et les modalités de son opérationnalité. Et aujourd'hui, cette séparation est devenue des lieux communs. Donc, ce type de management n'est pas favorable à l'émergence d'organisations apprenantes. Il faut donner plus de marge de manœuvre à ceux qui ont une connaissance intime de leur métier et de leur environnement professionnel. Et ce type de management top-down n'est pas une fatalité. La France possède aussi des atouts, un fort investissement dans le travail, une forte identification dans le travail. Les attentes des Français en matière de réalisation de soi dans le travail sont parmi les plus élevées par rapport aux salariés européens. Et donc, il est possible et cohérent de développer, en prenant en compte la culture française, de développer des organisations apprenantes, mais des organisations apprenantes
à la française, donc c'est-à-dire qui correspondent à l'image de ce que se font les Français, de leur travail, de leur rôle dans celui-ci, de leurs compétences, mais aussi de leur capacité à prendre les bonnes décisions en ce qui concerne les tâches qui leur reviennent. Et c'est sans doute dans l'importation malhabile et mal avisée de méthodes de management conçues dans des contextes culturels différents, mais cohérents avec ceux-ci, qui empêchent l'émergence d'organisations apprenantes. Et c'est l'exemple des mécanismes de reporting, de standardisation accrue des process qui ont sans doute fonctionné comme une intrusion dans les sphères de compétences et d'autonomie des salariés. Dernière question, Salima Benhamou. Je rappelle que votre étude a été publiée en avril 2020. Depuis, s'est passé beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer de cette période ? La crise sanitaire montre que c'est possible de promouvoir des organisations apprenantes et les hôpitaux en sont une parfaite illustration. Face à la crise, les hôpitaux ont réussi à se réorganiser en se concentrant sur leur savoir-faire et leur cœur de métier, à savoir la performance clinique et la prise en charge des patients. Et donc tous les cadres préétablis, le pilotage très centralisé, eh bien tout ça est tombé et ça a permis justement aux professionnels de santé d'innover sur le terrain, de reprendre en main, si vous voulez, leur capacité à transformer, à s'adapter à la situation. Ils ont travaillé en réseau, ils ont permis aussi de mettre en place très rapidement de nouvelles compétences et ça a été possible justement parce que ils ont réussi à revoir les cadres qui prévalaient auparavant. Donc, ce que nous préconisons, c'est un plan national en faveur des organisations apprenantes qui peut se décliner au niveau régional et qui concernerait l'ensemble des secteurs, le secteur privé, mais également le secteur public, pour les accompagner à se transformer et également à mettre en place des actions qui favorisent justement à travers des nouvelles pratiques ce type d'organisation du travail. Eh bien, merci beaucoup Salima Benhamou d'être venue nous présenter les grandes conclusions de cette étude qui, pour ceux qui veulent aller plus loin, est disponible gratuitement sur le site de France Stratégie. Merci beaucoup. Merci.